Bonjour, merci de retrouver les maternelles sur Intégrale Radio Vision. Trouver la bonne personne ou l'âme sœur est une grâce que la vie nous fait et la procréation est certainement le miracle le plus formidable de la médecine. Cependant, il peut y avoir des fausses notes, mais autant que faire se peut, des dispositions peuvent être prises pour réduire la survenue d'événements fâcheux. Les maternelles s'intéressent ce jour au bilan prénuptial. Le docteur Nguembu Stéphane, médecin généraliste, est justement avec nous pour en parler. Bonjour docteur. Bienvenue dans les maternelles. On dit souvent que les couples ne pensent qu'au mariage lorsque l'enfant survient. D'autres, par contre, s'interrogent. L'absence d'un enfant au sein du couple après plusieurs années peut-il être dû à un problème particulier? Avant de parler de cela, nous allons écouter cette première ponctuation. Ce sera une musique signée Annie Anzoer et Zebela. Belle interprétation qui a bercé notre enfance et qui présente là justement un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ouais. Dans notre société, lorsque c'est le cas, on pointe du doigt la femme. C'est à tort ou à raison? À tort ou à raison, ce serait un peu primaire de mettre ça de façon binaire. Oui. L'absence d'enfants dans un couple peut être imputée par plusieurs facteurs simultanés ou individuels. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être génétique, ça peut être médical, ça peut être environnemental. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en cause. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à ce stade où, après, il y a des tiraillements, il y a des accusations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, l'être humain a ceci de particulier que quand il y a l'amour qui rentre en jeu, en général, on n'est pas très lucide. On n'est plus lucide, on ne prend plus ses précautions, si on peut appeler ça des précautions, oui. Ou on ne fait plus ce qui doit être fait. Ce qui suppose que lorsqu'on est en couple avec sa dulcinée ou son homme, l'idéal avant d'aller un peu plus loin, parce que qui dit couple dit rapport sexuel non protégé, qui dit rapport sexuel non protégé dit procréation, dit infection, dit compatibilité, oui. Peut-être d'humeur aussi. Donc, au moins sur le plan biologique, il y a certains examens au décours d'une consultation de préférence qu'on pourrait prescrire à l'un, à l'autre, aux deux, en fonction du contexte du couple, en fonction du contexte camerounais, par exemple. Dans le cadre où le couple veut aller plus loin, convoler en juste noces, qu'est-ce qu'on fait? Les examens prénuptiaux, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça le terme. C'est ça le terme. Alors, ça concerne aussi bien la femme que l'homme? Oui, ça concerne les deux. Ça concerne les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les examens prescrits? La première chose à faire, c'est déjà de consulter un médecin. Oui. C'est la première chose. Parce qu'en fonction de la consultation, les examens seront un peu plus orientés. Oui. Parce que dire les examens, tout le monde ne fait pas forcément les mêmes examens. D'accord. Donc, si vous consultez un médecin, ça peut être un médecin généraliste, par exemple, au décours de la consultation, une fois qu'il aura pris vos antécédents, qu'il saura si tel ou tel autre a une maladie ou qu'il y a des antécédents familiaux, ça permet d'avoir une base pour orienter le type d'examen qu'il vous faut, oui. Pour être un peu plus précis et spécifique au couple qu'on a en face de soi. Donc, les examens, en général, on peut dire 2 ou 3 objectifs majeurs. Oui. Le premier objectif, c'est de voir si le couple n'est pas à risque d'infection sexuellement transmissible. Dans ce cas, quel examen il faut faire? Bon, dans le cas d'espèce, il y a les trucs comme sérologie VIH qu'il faut faire, il y a le test d'hépatite B, le test d'hépatite C, sérologie chlamydiose et tous les IST un peu courants, gonorrhée, etc. Oui. Une fois qu'on a éliminé le facteur infectieux, IST, il faut se rassurer que la possibilité d'avoir un enfant existe. Oui. Donc, chez l'homme, on peut demander un spermogramme. Chez la femme, on peut vérifier si le cycle menstruel est idéal. Pas besoin d'examen pour ça. Pourquoi le spermogramme? Bon, le spermogramme permet de déterminer 3 choses. La première chose, c'est de savoir si le sperme est en quantité. Oui. Si l'homme éjacule en quantité suffisante. Il y a une quantité suffisante. Oui, il y a une quantité, il y a une norme, un minimum qu'on espère avoir chez un homme. Et c'est quoi le minimum? Bon, en
termes d'éjaculat, on espère que l'homme nous fasse entre 2 et 5 millilitres minimum de sperme à chaque éjaculat. Oui. Maintenant, dans le sperme, il faut qu'on arrive à voir s'il y a un nombre suffisant de spermatozoïdes, qui doit être autour de 15-20 millions. 1000 ou Millions. Oui. Et dans ce 15-20 millions, il y a un seul qui est capable de féconder. Oui. Donc, plus ils sont nombreux, plus la probabilité de fécondation est grande. Oui. À part ça, toujours dans le spermogramme, il faut qu'on soit capable de savoir si la forme des spermatozoïdes est bonne. Ah. Parce qu'on peut avoir le nombre suffisant, mais la forme n'est pas l'idéal pour pouvoir féconder un ovule. Carrément. Oui. Vous allez voir souvent sur des résultats de spermogramme, on parle de tératospermie, c'est-à-dire c'est les spermatozoïdes qui n'ont pas une très bonne forme. Et une fois que cela est fait, on a checké le nombre, on a checké la forme, on check maintenant la mobilité. D'accord. Est-ce qu'ils sont capables de se mouvoir du vagin jusqu'au niveau où il doit rencontrer l'ovule qui se trouve dans les trompes. Donc, on vérifie si le sperme est assez mobile pour faire le trajet qu'on attend de lui. Ce qui nous donne les 3 principales caractéristiques. Il y a d'autres caractéristiques, mais de façon un peu grossière, voilà les 3 caractéristiques qu'on espère retrouver dans le sperme, qu'on recherche dans le spermogramme d'un homme. Donc, une fois qu'on a ça, on est capable de vous dire si oui ou non, vous êtes capable d'avoir si ce sperme est capable de féconder un œuf et de donner un bébé. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la femme, on regarde si le cycle menstruel est régulier ou irrégulier. Il faut qu'on sache si son cycle menstruel est régulier ou pas. C'est-à-dire, pour connaître le cycle menstruel, c'est le temps qui s'écoule entre 2 règles. Oui. Donc, le cycle menstruel commence quand on règle. Oui. Et le prochain cycle, c'est la veille du jour où on règle. Oui. Donc, une fois qu'on a ça, on essaye de savoir si régulièrement, on a à peu près la même durée entre les 2 règles. Ce n'est pas toujours le même nombre. Ce n'est pas forcément 28 jours, ce n'est pas forcément 30 jours à chaque règle, à chaque cycle, pardon. Il peut y avoir une différence de 2-3 jours jusqu'à 5, une marge de 3 à 5 jours à peu près de différence. Une fois que cela est fait, on essaye de voir si si le cycle est régulier. Ça suppose que au niveau hormonal, tout va plutôt bien. Et s'il ne l'est pas? S'il n'est pas régulier, il faut maintenant qu'on essaye de savoir pourquoi il n'est pas régulier. Les causes peuvent être multiples. Ok, d'accord. Oui. Mais dans ce cas, on pourra rendre la situation plus régulière, les règles régulières? Ça dépend de la cause. Ça dépend de la cause. En fonction de la cause, il est possible que des comprimés suffisent. Il est possible que la gestion du stress suffise. Il est possible que le traitement d'une infection probable suffise. Comme il est aussi possible que ce soit quelque chose d'un peu plus grave. Peut-être qu'il faut chercher un peu plus loin. D'accord. Donc, c'est pour ça que la consultation est vraiment la base qui permet, une fois qu'on s'est entretenu avec le patient, on est capable d'éliminer certaines causes et de prioriser d'autres. Et là, on peut prescrire tel examen ou tel autre, ou alors choisir tel traitement et pas un autre traitement. Dans ce cas, si ça peut arriver chez la femme, elle a un traitement, lorsqu'on étudie également, on fait le spermogramme et qu'il y a un problème, on peut également traiter le monsieur? Tout dépend de la cause. Ah, ok, d'accord. Parce que s'il y a une anomalie, tout dépendra de la gravité et de la cause du problème. Oui. Parce qu'il y a des hommes, dans le cas d'espèce, les hommes qui ont des problèmes au niveau du spermogramme, la plupart du temps, de mon expérience personnelle et par rapport aux statistiques, en général, ce sont des varicocèles qui sont à l'origine du souci. C'est-à-dire, on a les petites veines qui entourent les testicules, qui permettent de les approvisionner en sang, qui forment souvent, qui se dilatent un peu. Oui. Une fois qu'ils sont dilatés, ils ont une forme un peu de sac, on peut dire saculaire, et empêchent que le sang circule normalement. Une fois que le sang stagne à ces endroits-là, ça augmente un peu la température locale et ça peut avoir un impact sur la production de spermatozoïdes. Okay. Et donc avoir pour conséquence une anomalie au niveau du spermogramme. Une fois qu'on a ça, il est possible de corriger le problème. En général, pas des chirurgies mineures. C'est une chirurgie ambulatoire, on peut vous opérer le matin et puis le soir vous rentrez chez vous. Et en général, ça suffit à corriger le problème. Et dans ce cas, vous pouvez aller avec votre épouse dans les 48 heures qui suivent? Il faut attendre. C'est une chirurgie quand même. C'est une chirurgie quand même, il faut attendre. Et le spermogramme a ceci de particulier que on peut avoir une anomalie au spermogramme aujourd'hui. 3 mois plus tard, ça s'est normalisé.
D'accord. Oui, c'est pour ça qu'en général, avant de déclarer à quelqu'un qui a un vrai problème, surtout si c'est des trucs qui peuvent être minimes en termes de modification, vaut mieux vérifier 3 mois plus tard pour affirmer si oui ou non il y a un problème. Et ceci associé, bien sûr, à un examen physique du malade, parce qu'il faut vraiment examiner le malade pour savoir si oui ou non il existe des signes peut-être d'hypogonadisme, comment je dirais, on a peut-être les caractères sexuels qui ne sont pas suffisamment développés chez l'homme. Et là, ça commence à mettre la puce à l'oreille. On commence à chercher à gauche, à droite. Okay. Ouais. On a checké chez l'homme, ça va. On a checké chez madame, ça va. Ouais. C'est quoi la suite? Bon, si on a checké chez l'homme, spermogramme, tout va bien. On a checké chez la femme, le cycle, il est plutôt bon. On a checké les IST, c'est plutôt pas mal. Ça suppose que les deux sont capables de faire des enfants. Maintenant, qu'on sait que les deux sont capables de faire des enfants, il faudra aussi vérifier si la femme n'est pas porteuse de germes. Ce n'est pas forcément des bactéries, ça peut être des virus, qui peuvent entraîner des malformations au cas où elle conçoit. Il y a des maladies comme la toxoplasmose, que vous allez voir souvent chez les femmes enceintes qu'on demande, la rubéole. Pour ça, c'est les deux les plus fréquents, mais il en existe plusieurs autres, qui peuvent entraîner des malformations chez l'enfant qui est en gestation. Donc, il faudrait aussi vérifier ça pour pouvoir, même si on n'aura pas donné un traitement vraiment agressif, mais au moins ça nous permet de surveiller la grossesse si elle survient de façon un peu plus minutieuse et puis vérifier. À côté de tout ça, il faut aussi avoir les groupes sanguins de l'un et de l'autre. Parce que si on a les groupes sanguins de l'un et de l'autre, ça nous permet d'éviter un problème. Notamment dans les couples où il y a peut-être, disons, le père, il est de groupe rhésus positif et la mère est de rhésus négatif. Ça fait que à chaque fois qu'elle sera enceinte, son corps va considérer le rhésus positif qui vient du père comme un corps étranger. D'accord. Et ce qui peut se solder par un avortement. Voilà. Donc maintenant, quand on sait ça, quand on a cette information-là, il y a une injection en général qu'on fait au plus tard 72 heures après l'accouchement du premier bébé qui permet de réduire cette réaction qu'on appelle le sérum anti-gay et puis prévenir les avortements futurs. Et à part ça aussi, on peut chercher s'il y a des indications de drépanocytose, c'est-à-dire déjà dans l'interrogatoire, on demande s'il y a des drépanocytaires dans la famille. S'il n'y en a pas, on vous fait un électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir si oui ou non il y a des gènes drépanocytaires qui circulent dans votre couple. Si oui, on fait un counseling par rapport à ça et on vous explique clairement, en fonction du profil de chacun, le risque d'avoir un enfant drépanocytaire ou d'avoir un enfant qui est porteur du gène qui pourra transmettre plus tard. D'accord. Et qu'en est-il des maladies héréditaires? Des maladies héréditaires. Bon, je viens d'évoquer la drépanocytose, qui en est une. Je pensais plus au diabète. Diabète. Oui, le diabète, je ne peux pas dire que le diabète soit héréditaire. Il y a une petite nuance. On pense souvent que, parce que papa ou grand-père a été c'est familial, mais ce n'est pas héréditaire. D'accord. Bon, la différence, c'est quoi? Quand on vous dit que vous avez une maladie héréditaire, ça veut dire que si on fait votre karyotype, c'est-à-dire si on regarde vos gènes, il y a un gène qui dit que vous aurez telle maladie, comme par exemple un patient qui est trisomique, ça c'est héréditaire. C'est dans son karyotype. Par contre, dans le karyotype de quelqu'un qui a un père qui est diabétique ou bien un diabétique, il n'y a pas un gène qui vous dit que vous êtes diabétique. Oui. On a tendance à dire qu'il faut faire attention parce que papa il est diabétique. C'est pour ça que je dis que c'est familial. C'est familial, oui. Donc, si vous avez un père, c'est un peu comme l'obésité. Si vous avez un père qui est diabétique, vous avez plus de risques d'avoir le diabète que quelqu'un qui a un père qui n'est pas diabétique. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que héréditaire suppose que le père est diabétique, vous serez diabétique. Or, le père peut être diabétique et vous pas. Vous n'êtes pas, oui. Ouais. Sauf que vous avez un risque plus élevé que quelqu'un qui n'a pas d'antécédent de diabète. C'est un peu la petite différence. D'accord. Ouais. OK. Maintenant qu'on a checké, disons qu'on a checké tout cela et tout va bien. Ouais. Tout va bien pour monsieur, tout va bien pour madame. Bon, on va se marier. On se marie et puis 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il n'y a pas de bébé. Qu'est-ce qui peut être la cause? La réalité, c'est que l'infertilité du couple se définit comme un couple qui a des rapports sexuels réguliers. Et régulier, il n'y a pas de moyenne. Régulier, c'est le plus souvent possible. Vous dites que c'est 2 rapports sexuels par semaine, ce serait peu. Vous dites que 15 rapports sexuels par semaine, ce serait trop. C'est pas vrai. Donc, chacun a son rythme, mais il faut que ce soit le plus régulier possible. Et cependant, au moins 12 mois. D'accord. Donc, c'est au bout de 12 mois de rapports sexuels réguliers
qu'on peut supposer que vous avez des difficultés de conception. Avant ça, non. Maintenant, on prend le cas de figure où vous avez essayé pendant 12 mois et où on a checké tout ce que je viens de dire préalablement. Il y a deux choses qu'il faut essayer de chercher. Trois choses. La première chose, c'est est-ce qu'il y a des conditions médicales qui font que vous ne soyez pas capable de le faire? That's the first thing. Est-ce qu'il y a un truc qui vous gêne? Si on a le background, c'est-à-dire j'ai votre dossier médical, que je sais que médicalement, il n'y a rien, je vais un peu plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique? Parce qu'en général, avant, on ne cherche pas beaucoup la génétique. Oui. Bon, on peut pousser un peu au niveau génétique. À part ça, on peut regarder au niveau environnemental. Environnemental, ça peut être quoi? C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui travaille dans le froid et la climatisation, quelqu'un qui travaille avec des métaux lourds, par exemple pour les hommes, ça peut avoir une incidence sur leur capacité de procréation. D'accord, carrément. Oui. À part ça, une fois qu'on a checké tout ça, on peut se rendre compte qu'on ne trouve pas. On peut ne pas trouver de cause dans environ 25% des cas. Est-ce que ça peut être psychologique? Wow. Trop de pression parce qu'au bout d'un an, il y a... Excusez-moi les belles familles, hein, il y a la belle famille qui dit voilà, elle n'a même pas de retard. Ouais. Et la maman dit ne me fais pas honte, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas enceinte? Ça peut être ça? Le psychologique je ne peux pas considérer le psychologique comme une cause d'infertilité du couple. Parce que qui dit couple dit les deux. Okay. Cependant, la charge psychologique peut avoir un impact, notamment sur la femme. Dans notre environnement qui est un peu, on va dire, patriarcal, entre guillemets, la femme a plus de charge au niveau de la procréation que l'homme. Même si, en général, ce n'est pas toujours la femme qui est impliquée. Donc, ceci peut avoir un impact actuel et qui aura pour conséquence de modifier ses règles. C'est qui, en général, nous met un peu la puce à l'oreille et qui nous demande de chercher ailleurs. Parce qu'une femme qui règle normalement, le stress ne devrait pas l'empêcher de concevoir. Mais par contre, si le cycle est modifié, le stress peut être une cause de modification du cycle menstruel. Oui. Et cette modification du cycle menstruel, justement, va entraîner une difficulté de conception. Oui. Donc, c'est un peu chronologique. Mais si elle règle normalement, le stress ne devrait pas être la cause, je préfère parler au conditionnel, ne devrait pas être la cause de la difficulté de conception. Oui. Mais par contre, si le cycle est modifié, oui. Mais dans 25% des cas, on ne trouve pas la raison. Ce qui suppose qu'on n'a que 75% de chances de trouver. Est-ce que vous parlez même d'infertilité chez la femme? Est-ce qu'on peut naître avec cet état? Est-ce qu'on peut naître ainsi stérile? La stérilité, c'est pas héréditaire. C'est pas héréditaire. En général, c'est vrai que j'ai dit dans 25% des cas, on ne trouve pas. Oui. Mais en général, il y a une cause qui explique. Il y a forcément une cause. Si depuis la naissance, si on évoque quelque chose de depuis la naissance, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut trouver. Ouais. D'accord. Oui, on rencontre souvent, on a des tatas, des mamans, des papas qui n'ont jamais eu d'enfant. Oui. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de cause. On te dit, voilà, elle est stérile, il est stérile, il ne peut pas faire d'enfant. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On se dit que peut-être il est né comme ça ou alors elle est née comme ça. Puisqu'on parlait également des examens, on va aller rapidement parce qu'on va revenir dessus. Dans quelques minutes, on va prendre la pub. Moi, je voulais qu'on parle un peu de ces problèmes pendant ces examens. On peut trouver quelque chose qui pourrait mener à des malformations congénitales. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Je viens d'évoquer la toxoplasmose qui peut entraîner des malformations au niveau... Comme quelle malformation, par exemple? On a des malformations au niveau de la formation du système nerveux central. C'est-à-dire, on a des enfants qui peuvent naître avec le cerveau qui n'est pas complètement développé. En général, ils décèdent à la naissance. Ils ont peut-être le crâne qui n'est pas complètement formé, le cerveau qui n'est pas complètement formé, qu'on appelle des anencéphalies. Oui. Il y a des enfants qui vont naître avec des pieds beaux, varus équins. On a des enfants qui vont naître avec la colonne vertébrale qui n'est pas complètement refermée, ce qu'on appelle spina bifida. Donc, il y a beaucoup de maladies ou bien des carences alimentaires qui peuvent entraîner ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire une mère qui ne prend pas suffisamment son fer ou bien d'acide folique dans le cas d'espèce pendant la grossesse ou avant la conception même. Parce que l'idéal, c'est de commencer à prendre l'acide folique avant la conception. Oui. Pour permettre à l'enfant, parce que c'est l'acide folique qui permet le développement du système nerveux de l'enfant. D'où exactement ces examens prénuptiaux? Oui, et en général, au décours de la consultation, quand je fais une consultation prénatale, en général, prénuptiale,
je prescris directement l'acide folique à la femme. Oui. Parce que si vous êtes venu me voir, ça veut dire que vous voulez des enfants. Oui. Une fois que j'ai fini la consultation, que je me rends compte qu'il n'y a aucun risque d'infection sexuellement transmissible, ça suppose que vous pouvez être autorisé à faire vos rapports sexuels non protégés. Donc, je prescris d'emblée l'acide folique pour prévenir au moins les maladies les plus dangereuses, notamment celles du système nerveux central. Merci pour ces informations. On revient après cette page publicitaire. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. C'est Intégral Radiovision, téléauditeur maternel pour vous entretenir, voilà, pour vous édifier sur la question des examens prénuptiaux. Nous avons parlé examen, nous avons parlé avantages, nous avons parlé ce qu'on peut trouver. Parlons un peu du coût. Parce qu'on va nous dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais docteur, combien ça peut me coûter? Oh, le coût. Je ne suis pas très à l'aise avec les prix. Parce que je les maîtrise pas. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui. Aujourd'hui, en 2023, tout le monde fait des examens prénuptiaux. Honnêtement, tout le monde. Oui, aujourd'hui, en 2023, il y a également la crise socio-économique qui ne laisse pas. Ça, c'est réalité. Ce qui fait que, en fait, je n'ai pas, nommément, je ne peux pas vous donner les coûts de chaque examen. Oui. C'est pour ça qu'il est toujours important de consulter avant. Parce que pendant la consultation, on peut très bien intégrer le paramètre économique dedans. Oui. Ce qui permet de prioriser certains examens par rapport à d'autres en fonction des antécédents de chacun ou bien des deux. Donc, pour vraiment avoir, disons, une efficacité coût-apport, il serait intéressant de consulter en premier. Une fois qu'on a consulté et que le médecin a une vue d'ensemble de chacun des antécédents et sachant la raison pour laquelle vous êtes venu, c'est-à-dire le motif de votre consultation, on est capable de faire une liste qui peut être exhaustive des examens qu'il faudrait que vous fassiez. Et à la fin de la liste, en fonction des limites financières que vous aurez évoquées avec le médecin, il vous dira on peut commencer par tel ou tel ou tel ou tel autre. Et attendre pour les autres. Ce qui fait que tout le monde peut à minima faire un premier screening avant de peut-être aller plus loin si on trouve des soucis derrière. Mais vous dire des montants chiffrés, je ne serais vraiment pas capable de vous les dire. Moi, j'ai retenu que c'est à la portée de tout le monde. Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est à la portée de tout le monde peut le faire. Parce que seulement dans la ville de Douala, je ne compte pas le nombre de laboratoires qui existent. Si quelqu'un vous dit, par exemple, docteur, avec ma femme, on n'a pas eu recours à ça, mais nos enfants se portent bien, qu'est-ce que vous allez répondre? Tant mieux pour vous. Mais il ne faut pas quand même jouer avec... c'est tant mieux pour vous. Parce que si pour vous, ça a marché, pas certain que pour quelqu'un d'autre, ça marche. Parce que la probabilité qu'il y ait un problème est très grande. Oui. Ça, c'est la réalité. Maintenant, ce n'est pas parce que vous connaissez 3 couples qui n'en ont pas eu besoin et que ça a fonctionné, que ça suppose que pour vous, ça fonctionne. Aujourd'hui, les drépanocytaires vivent un peu plus longtemps qu'avant. Oui. C'est que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont drépanocytaires et qui ont des enfants. Donc, ça suppose que leurs enfants... C'est important. Oui. Ça suppose que leurs enfants vont épouser d'autres enfants avec le risque que ce gène se perpétue, entre guillemets. Oui. Donc, ça veut dire, ça suppose quoi? Il faudrait être attentif
Donc, je ne souhaite à personne, ou disons qu'en soi, c'est pas quelque chose de dramatique d'être drépanocytaire, mais si on ne sait pas dans quoi on s'embarque, on aura l'impression que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête ou que c'est de la poisse ou je sais pas trop quoi. Parce que ça peut être une charge psychologique, financière et en termes du patient même qui est assez importante, la drépanocytose, pour prendre cet exemple-là qui est le plus visible. Parce qu'on va dire, ah oui, lui il est anémié, c'est un truc au village. Alors qu'en fait c'est quelque chose qui aurait pu être su avant. Donc, financièrement, oui. C'est compliqué pour tout le monde d'ailleurs. Oui, c'est compliqué. Pour tout le monde d'ailleurs. Donc, mais quasiment tout le monde monsieur tout le monde peut faire ses examens prénuptiaux. On n'est pas obligé. Les examens prénuptiaux ne sont pas standardisés. Oui. C'est pas tous les couples doivent faire ça. Non. Chaque couple a des examens qui sont plus adaptés en comparaison d'autres. Ce qui fait que la consultation en général, c'est le moment de faire le tri. Et en faisant ce tri-là, en général, on fait des économies aussi. D'accord. Il y a des couples qui arrivent souvent au point où, moi je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il y a un problème de santé, mais nous on aimerait savoir quel problème de santé quand il s'agit d'avoir recours à la FIV. C'est parce que pendant ces examens, qu'est-ce qu'on a trouvé par exemple? Bon, la FIV, c'est la fécondation in vitro. Si on vous fait une fécondation in vitro, ça suppose que vous n'êtes pas capable de féconder. C'est ce que ça veut dire. Donc, la fécondation a lieu au niveau des trompes. Oui. Si on vous fait une fécondation in vitro, ça veut dire qu'on saute cette étape de la fécondation. Maintenant, les problèmes peuvent être multiples et variés. Vraiment, ça peut être très large. Mais, en général, c'est un problème structurel au niveau de la femme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a à voir avec les organes internes de la femme. Donc, peut-être qu'il y a eu une malformation, peut-être qu'il y a eu une infection chronique, peut-être qu'il y a eu plein de choses qui font que le spermatozoïde ne peut pas passer aisément et l'œuf, une fois qu'il a été fécondé, ne peut pas revenir dans l'utérus. C'est pour ça qu'on saute cette étape-là et on va directement au niveau de l'utérus pour implanter le bébé. D'accord. Et dans le cas où le problème est plutôt masculin, c'est-à-dire on a fait tout ce qu'il fallait faire pour le monsieur, spermogramme et tout, et puis voilà, on n'arrive pas, on réalise qu'il n'y a pas une bonne quantité, une bonne qualité, un bon mouvement et tout. Est-ce que le traitement ne va pas être long et éprouvant? Ça, c'est évident. Bon, l'évidence, c'est que la durée du traitement et le coût du traitement dépendra du type d'anomalie et de la cause de l'anomalie. C'est la première chose. Donc, ce qui fait que vous dire que s'il y a une anomalie au spermogramme, ça va vous prendre 6 mois ou 1 an ou 2 ans, je serais incapable de vous le dire. En fonction du problème, la durée peut être variée. En fonction du problème, on peut ne pas avoir de chance de corriger le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Douala, il existe des cliniques où on peut faire des dons de sperme et puis faire une fécondation. Ça existe à Douala? Bien sûr. On ne savait pas? Si, c'est possible d'avoir un don de sperme et puis on fait une fécondation à votre épouse si ça vous arrange. Sinon, vous adoptez, je ne sais pas. Mais en principe, en fonction de la cause, en fonction de l'anomalie, ça varie beaucoup. Ça peut être plus ou moins long. Ça peut être plus ou moins long. Mais la réalité, c'est que un spermogramme d'aujourd'hui, c'est dans 3 mois qu'on pourra savoir si les anomalies sont avérées. Le traitement qu'on va vous donner, c'est dans 3 à 6 mois qu'on pourra savoir si ça avance ou pas en fonction de l'anomalie. Ce qui vous donne à peu près déjà 9 mois en premier pour avoir de premiers éléments. Ça vous laisse une petite idée pour savoir qu'on est dans c'est plusieurs mois, voire des années. On ne peut pas parler médecine sans faire un clin d'œil à la médecine traditionnelle. On ne sait pas, vous êtes un médecin, la médecine moderne, mais les couples ont souvent recours à ce genre de méthode, c'est-à-dire on vous dit, voilà, il y a un petit souci de santé, vous pouvez faire ceci, voilà les examens. Et puis ils rentrent, ils disent carrément, non, on va aller voir au village, comment on peut nous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est toujours une solution? Est-ce que, voilà... Vous savez, moi, je suis très mal placé pour juger la décision de chacun. Chacun juge personnellement de ce qu'il va faire et de comment est-ce qu'il va le faire. Ça, c'est la première chose. La médecine dite traditionnelle, c'est une médecine qui fait partie de notre système de santé. Le système de santé camerounais a intégré la médecine traditionnelle. On a le secteur privé, le secteur public et le secteur traditionnel ou informel. Ils font partie de notre système de santé. Cependant, il y a
une difficulté de régulation. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en réalité des médecins traditionnels qui sévissent. Le deuxième bémol, c'est que la plupart des traitements utilisés pour le traitement traditionnel, on n'a pas le recul en termes de toxicité, en termes d'effets secondaires. Donc du coup, n'ayant pas ces informations-là, je suis incapable de vous dire si c'est une bonne décision ou pas. La réalité, c'est que ça fonctionne chez certaines personnes. Oui. Maintenant, est-ce que ce fonctionnement a des effets à moyen ou à long terme? Des effets indésirables, je veux dire. Si ça n'a pas ces effets à moyen ou à long terme et que ça marche, bah, grand bien vous fasse. Mais si ça ne marche pas, vous pouvez toujours revenir à... Oui, on sera toujours disponible. Ça, c'est clair. Vous pouvez toujours revenir nous prendre. Mais chacun prend ses décisions en son âme et conscience. Mais il faudrait être informé sur le fait que les risques ne sont pas bien pris en compte. Les effets indésirables à moyen et à long terme ne sont pas connus. Donc, du coup, sachant ça, si on décide de courir le risque, bah, chacun choisit. D'accord. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est... On ne peut pas discuter. Ok, on va continuer avec ces examens prénuptiaux. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer des personnes qui, au bout de tout ça, ça va pas et ils disent bon ben ça va pas, on va pas se séparer ou alors on va pas prendre une tangente comme on dit souvent, chacun prend une tangente parce que ça c'est pas compatible entre nous. Bon. Vous avez déjà vu vous avez déjà rencontré? Honnêtement, moi non. Oui. Moi non, parce que en général, les couples, quand ça va pas, t'es jamais là. T'es pas là pour savoir si ça va ou pas. Parce que tu n'es pas témoin du stress, de la pression familiale qu'ils subissent. Donc, quand ils se séparent, ils ne reviennent pas dans ton cabinet. Tu dis, docteur, non, finalement... pas quand ils se séparent. Je dis, lorsqu'il faut parler, il faut expliquer au couple que, bon, voilà, comment ça se passe. Est-ce qu'ils le prennent plutôt zen? Oui, on va réfléchir. Ou alors, ils vont plutôt dire, c'est une tragédie. Ou alors, ils veulent... Oui, c'est toujours une tragédie. Oui. Personne n'a jamais bien pris, en tout cas. C'est-à-dire, ça finit en pleurs ou en colère ou désemparé. Mais ça ne finit jamais bien parce qu'il n'y a personne qui a envie qu'on lui annonce qu'il aurait des difficultés à avoir un bébé, voire qu'il serait incapable d'avoir un bébé. Ça finit en général mal. C'est pour ça qu'il faudrait que dans notre contexte, on essaye soit de nous former nous-mêmes à gérer le côté psychologique de ce genre de nouvelles. Très important. Être capable de soutenir psychologiquement le couple ou alors un individu dans le couple ou de l'adresser à un psychologue. C'est vrai que nous, on n'a pas la notion de consultation de psychologue, mais ce serait bien d'avoir cet appui parce que c'est une nouvelle qui est en général catastrophique. Comme on dit souvent, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein parce que là, on vient consulter le médecin, sachant qu'on file le parfait amour et puis tout à coup, au bout de 2 jours, on nous annonce une nouvelle pareille. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'encaisser ça avec le sourire. Donc, puisque nous parlons de réaction après résultat, là, c'est dans ce cas où ça ne va pas. Et dans le cas où ça va, qu'est-ce que vous prescrivez au couple? Oh, quand ça va. Bon, la première chose qu'il fait... Il n'y a pas des vitamines à prendre, il n'y a pas... Moi, je prescris une seule chose chez la femme. Oui. L'acide folique. Oui. C'est la seule chose que je prescris. Oui, mais vous avez mentionné tout à l'heure l'alimentation également. Oui, l'alimentation, moi, je ne suis pas très, très exigeant pour l'alimentation. Ça dépend du couple en général. C'est-à-dire, si on a un couple qui n'a aucun risque de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, je ne vois pas pourquoi je serais trop strict avec eux. Je leur dirais juste essayez d'être le plus équilibré possible quand vous mangez et exercer un exercice physique le plus régulièrement possible. Et chez la femme, je lui ferai une ordonnance d'acide folique qu'elle commencera à prendre le temps que le bébé arrive. Maintenant, s'il y a des antécédents de diabète, s'il y a des antécédents d'hypertension, s'il y a des antécédents de toute maladie cardiovasculaire, ouais, bien sûr, on sera un peu plus strict. Évitez le chocolat, réduisez le sel, évitez tout ce qui est gras, réduisez ce qui est sucré, faites au moins 6 heures de sport par semaine. Donc là, on est un peu plus spécifique en fonction du patient qu'on a en face de soi. Mais si on a en face de soi un couple qui n'a pas d'antécédents en particulier, dont les examens sont plutôt bons, une ordonnance d'acide folique et puis soyez le plus raisonnable possible, on réduit l'alcool. Parce que chez la femme notamment, l'alcool peut avoir... Je pensais à ça, l'alcool. Oui, l'alcool peut avoir un impact sur la motilité tubaire. Donc, il faudrait réduire
l'alcool quand on veut être enceinte. Et une fois qu'on est enceinte, évidemment, c'est proscrit. Chez la femme, et pourquoi pas chez l'homme aussi? Bon, chez l'homme, on n'a pas d'évidence pour l'instant que l'alcool a un impact sur sa capacité à produire des spermatozoïdes. Ah oui? Sauf que, on sait, on n'a pas de preuves, mais on sait que par rapport à quelqu'un qui ne boit pas, quelqu'un qui boit, il y a une modification. Mais on n'a pas encore fait la relation de cause à effet. Par contre, chez la femme, il y a une relation de cause à effet entre l'alcool et la motilité tubaire. Parce que c'est elle qui porte l'enfant finalement. Oui. Parce que quand, quand j'ai parlé de fécondation tout à l'heure qui se fait au niveau de la trompe, il faut bien que l'œuf rentre au niveau de l'utérus. Et c'est la motilité tubaire avec les cils qui permet que ça se déplace. Or, si cette motilité est réduite, à cause de l'alcool notamment, l'œuf ne va pas avancer et ça va finir peut-être par une grossesse extra-utérine. Donc c'est pour ça qu'on demande, chez la femme on sait, on peut réduire. Chez l'homme c'est aussi préférable de réduire parce que celui qui boit a un sperme qui est de moins bonne qualité que celui qui ne boit pas. Mais on ne sait pas si c'est l'alcool ou pas. C'est pour ça que je préfère être précis. Donc on peut dire réduisez l'alcool pour les deux, exercice physique le plus régulier possible, essayez de manger le plus équilibré, fruits, légumes, réduire tout ce qui est frit, gras. Et chez la femme, on lui fait son ordonnance d'acide folique et on les laisse tranquilles. Et puis bonne chance, Dieu fera le reste. Oui, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu fera le reste. Ça, c'était la conclusion presque. Presque, parce que j'aimerais dire que voilà, on a parlé de pas mal de choses. Mais en gros, si vous êtes face à un couple, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, si j'ai en face de moi un couple qui veut se marier, je leur conseille 3 choses. La première chose, c'est de consulter un médecin, tous les deux. Au décours de la consultation, que les objectifs de la consultation soient fixés, c'est-à-dire savoir s'il y a une infection sexuellement transmissible ou potentielle, s'il y a le risque d'avoir un antécédent familial qui pose problème, s'il y a des infections qui pourraient vous empêcher de concevoir, et en dernier, voir s'il y a un risque que l'enfant qui serait conçu a un risque de malformation. Ça nous permet de faire des examens, notamment groupage sanguin, électrophorèse de l'hémoglobine, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Glycémie à jeun, pourquoi pas, en fonction des examens, en fonction des antécédents, autant pour moi. Et puis ensuite, on vous fera tout ce qui est infection sexuellement transmissible, hépatite B, C, sérologie HIV, sérologie chlamydia, etc. Et ensuite, après ça, on vous fait les tests pour savoir si vous êtes capable de concevoir. Chez l'homme, on fait un spermogramme. Chez la femme, on vérifie si le cycle est normal. On peut faire des dosages hormonaux s'il y a de soucis. Et en dernier, on fait des sérologies toxoplasmose, rubéole, pour ce qui est des sources de malformations les plus fréquentes chez l'enfant. Et en fonction des résultats, on pourra adresser un traitement plus spécifique. Donc, globalement, c'est un peu ça qu'on peut faire au décours d'une consultation. Le premier mouvement, ce serait de consulter déjà et dire au médecin, je suis là parce que, nous sommes là parce que on veut telle chose. Et là, le médecin saura comment vous orienter de façon un peu plus précise. Parce que c'est une consultation de couple, c'est pas une consultation individuelle. Maintenant, il est possible qu'en fonction des résultats ou en fonction de tel ou tel autre, parce que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas encore marié du moins, il y a des résultats qu'on ne dévoile pas sans le consentement du patient. D'accord. Donc, il faudrait, pendant la consultation, je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos résultats soient dévoilés devant madame ou monsieur? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, l'autre attend. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Nous comprenons que le bilan prénuptial ne vise pas à séparer deux personnes qui s'aiment. L'amour de l'une pour l'autre peut être plus fort que les difficultés à venir. Le cœur a des raisons que la science ignore. C'est bien trouvé. Le bilan prénuptial prépare donc le futur couple à gérer certaines situations. On espère que vous n'allez pas tomber dans ce piège de la vie et que vous irez, lorsque le moment sera venu, vous faire consulter ensemble, bien évidemment, et voilà, prendre des décisions plus tard, toujours ensemble. Merci à Dr Nguemo Stéphane pour votre expertise, pour ces explications. Voilà, je vais y arriver. On espère vous retrouver très bientôt pour parler d'autres choses, bien évidemment. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que j'étais là. Merci de nous suivre sur Intégral Radio Vision. On vous dit au revoir. Ne quittez pas, ne zappez pas. Restez connectés.
Intégral Radio Vision. Je vous donne rendez-vous lundi pour une autre émission des maternelles.